à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter de l'hydrogéologie. Peut-être oui, juste un mot, le Larouste, c'est un laboratoire qui se concentre sur les sciences de la Terre. Bon, la souris ne veut pas bouger. Et sur de la science d'urgence. Et donc, ce que j'appelle de la science d'urgence, c'est vraiment quelle science on peut faire immédiatement pour essayer d'améliorer l'état des choses, et en l'occurrence, donc la gestion de l'eau. Donc on va faire une présentation en 2-3 parties. Une première partie vraiment d'introduction au cycle de l'eau, comment ça fonctionne en général. Et je l'ai appliqué au bassin versant de Lièvre. Et après on va voir le résultat des mégabassines en Vendée, qui est le modèle qui est toujours prôné, notamment par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc sur la Terre, il y a énormément d'eau, hein, comme vous le savez, c'est la planète bleue, mais 97,5% de cette eau est salée et contenue dans les océans. Dans les 2,5% qui nous restent, on en a à peu près les 3/4 sous forme de glace, donc au niveau des calottes polaires et sur les glaciers continentaux. Et dans à peu près % qui nous reste, on en a énormément qui est souterraine, et qui est inaccessible pour la consommation humaine, on va dire. Donc ce qui fait qu'on a en fait très peu d'eau disponible pour nos usages sur Terre, alors qu'on a l'impression que c'est une ressource très abondante. Alors on va beaucoup voir ce schéma qui est celui réalisé par l'agence américaine de géologie, l'USGS, qui a le mérite de faire de très belles et très claires infographies, et qui a dû publier une nouvelle version de son infographie du cycle de l'eau récemment, parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les activités humaines, et qu'aujourd'hui on est arrivé à un tel taux de prélèvement d'eau douce à la surface qu'on a complètement modifié le cycle de l'eau. Donc on est obligé aujourd'hui, quand on veut étudier à peu près n'importe quel terrain, de prendre en compte les activités humaines. Alors, aussi petite précision, parce que ce qu'on appelle le cycle de l'eau en général, alors vous avez peut-être entendu parler du grand cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau à l'échelle des bassins versants, on va revenir sur cette notion après, ce qui est encore un cycle de l'eau un petit peu plus petit que celui que j'ai oublié de montrer ici, avec les circulations atmosphériques et océaniques qui vraiment transportent l'eau globalement de l'équateur vers les pôles. Donc ça, on pourrait dire que c'est le très grand cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau à l'échelle des bassins versants, et le petit cycle de l'eau, c'est celui à partir des prélèvements jusqu'à la station de rejet. Quand une goutte d'eau arrive, alors pour commencer, on le décrit toujours à partir de l'océan, c'est la plus grosse masse d'eau. Donc on a beaucoup d'évaporation au niveau de l'océan, la plupart retombent dans l'océan, mais heureusement une partie arrive sur les continents. On ne va pas s'intéresser à la partie neige et glace, qui ne nous concerne pas ici. Mais quand une goutte de pluie arrive à la surface, il peut lui arriver 3 choses. Soit elle va ruisseler, soit elle va s'évaporer, soit elle va s'infiltrer. Et c'est ces 3 processus qu'on va voir. Donc, si toute la surface terrestre était imperméable, alors on n'aurait que du ruissellement à la surface. Donc, quand une goutte d'eau arrive et qu'elle ruisselle, elle va suivre la plus grande pente, et puis elle va rejoindre une rivière et a priori finir dans l'océan. Donc ce qui contrôle l'écoulement à la surface, c'est vraiment le relief, la topographie. Et donc on définit des bassins versants, c'est des zones où toutes les gouttes qui tombent à l'intérieur d'un bassin versant vont finir au même estuaire. Et ce qui sépare des bassins versants, c'est ce qu'on appelle la ligne de crête ou la ligne de partage des eaux. Donc voilà, cette arête quand on a un relief montagneux. Et donc on définit ces territoires qu'on appelle les bassins versants. Ici, j'ai tracé le bassin versant de la Loire, puisqu'on est dans le bassin versant de la Loire. Et vous voyez que des fois, donc c'est vraiment le relief qui contrôle ces bassins versants. Des fois, on a des reliefs très marqués dans les zones montagneuses, mais des fois, on a des reliefs qui sont vraiment très subtils. Donc par exemple, entre le bassin de la Seine et celui de la Loire. Donc à l'intérieur de ce bassin, encore une fois, toutes les gouttes d'eau qui pleuvent dans ce bassin, si elles ruissellent, vont finir à Saint-Nazaire.
en chaque point d'un bassin versant, on peut définir un sous-bassin. Donc si on prend, en général, on part des confluences. Donc si je prends la confluence du Cher avec la Loire, je peux tracer le bassin versant du Cher uniquement, dans lequel on est bien sûr, et même on peut aller ici jusqu'au bassin de Lièvre, donc avec sa confluence ici avec le Cher. Alors à Bourges, on est je vous apprends rien là-dessus, mais c'est pour situer globalement le terrain. À Bourges, on est dans un endroit où moi j'ai rarement présenté, dans un endroit où il y a autant de confluences au même endroit. Donc on a quand même non seulement l'Oron qui arrive, hein, mais le Moulon, et aussi le Langy. Donc on se retrouve dans une zone où vraiment on a beaucoup de rivières qui arrivent pour former une assez grosse confluence. Donc on mesure le débit des rivières, donc la quantité, le volume d'eau qui passe par unité de temps. Donc ici on est en mètres cubes par seconde. Et il y a une station de débit à Saint-Doulchard où on mesure le débit de Lièvre. Il y en a d'autres dans le bassin versant aussi. Ce genre de graphique, on appelle ça des chroniques. Donc bon, je vais vous en montrer pas mal. Donc ici on a le temps qui défile, hein, vous voyez on a les années, alors, je sais pas si au fond vous voyez très bien, mais on part de 2010 pour arriver à 2025 et on voit quelque chose de cyclique, hein, avec un débit qui augmente à l'automne et en hiver et qui va diminuer au printemps et puis qui va être malheureusement proche de zéro en été. Quand je dis en été, en réalité ça va jusqu'à l'automne et ça a même tendance à être de plus en plus tardif. Cette période où on a un tout petit débit, on appelle ça l'étiage. Et on peut même arriver à avoir des débits nuls et voir sur certaines rivières des assecs complets, c'est-à-dire que le lit de la rivière n'a plus du tout d'eau. Donc on a ce côté cyclique et puis vous voyez qu'entre les années, on a des grandes différences. Hein, on l'a bien vu ces dernières années avec une sécheresse pluriannuelle 2021-2023 et donc, voilà, notamment le débit en 2023 est assez petit, la sécheresse de 2019, et puis on a au contraire des années avec un très fort débit où on va avoir des périodes de crue, et on reviendra après sur ces périodes de crue. L'autre processus qui peut arriver à notre goutte d'eau, c'est d'être évaporé ou transpiré. Donc on combine les deux processus parce que c'est très difficile à quantifier. Donc soit on a de l'évaporation là où on a de l'eau libre, soit on a aussi la végétation qui transpire énormément. Et cette végétation vraiment c'est quelque chose, c'est un flux d'eau qui est très très important et qu'on commence tout juste à savoir quantifier. C'est très dur de mesurer un flux de vapeur d'eau, surtout dans l'atmosphère. La différence entre les deux, entre les précipitations et l'évapotranspiration, c'est ce qu'on appelle l'eau renouvelable ou l'eau disponible. Et c'est ça la ressource qu'on a. Parfois, enfin, c'est ça la ressource au maximum qu'on peut avoir. Parfois, on entend dire « Ah, bah, il nous pleut tant de mètres cubes sur le bassin versant, donc on doit pouvoir utiliser tous ces mètres cubes. » Ben non, puisqu'il nous faut quand même de la végétation. Et en plus, il nous faut de l'humidité dans l'air. Et ça, de toute façon, on le contrôle pas. Faut savoir qu'en France, donc, on a 80%, il me semble, de nos précipitations qui vient de l'évaporation de l'océan. Mais on a des bassins plus continentaux qui, eux, dépendent exclusivement de l'évaporation sur les continents. Donc on a un recyclage comme ça de bassin versant en bassin versant. Et la végétation joue un grand rôle dedans. On estime que en remontant la forêt amazonienne, on aurait à peu près 4 cycles comme ça de précipitation et d'évaporation. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de la pluie jusqu'à la tête du bassin de l'Amazone. Cette ressource en eau donc renouvelable, elle a tendance à diminuer. Donc là, c'est une étude de 2022 du ministère de la Transition écologique qui nous dit qu'en 20 ans, on a perdu 14% de la ressource. Les précipitations sont restées à peu près constantes. On a plus de variabilité, mais en moyenne, on a la même quantité d'eau qui arrive. Par contre, la température a augmenté, donc l'évaporation et la transpiration des végétaux a augmenté aussi. Donc évidemment, c'est une tendance qui va perdurer dans le temps.
Ah oui, juste quand même pour revenir, c'est plus de la moitié des précipitations qui repart en évapotranspiration. Donc c'est vraiment une quantité énorme, cette évapotranspiration. Le troisième processus qui peut arriver à notre goutte d'eau, c'est de s'infiltrer. Donc ici, j'ai fait un petit zoom. Et pour que l'eau puisse s'infiltrer et rejoindre la nappe d'eau souterraine, d'abord il faut qu'elle passe la couche de sol. Donc il faut que la colonne de sol soit saturée en eau. Donc quand on dit saturée, c'est vraiment qu'elle ne peut plus contenir d'eau. Alors dans la région, la couche de sol est généralement pas très épaisse, donc elle ne fait pas une barrière très étanche, sauf quand elle est très très sèche, donc à la fin des étés très secs. Et là, il va falloir un certain temps pour qu'elle redevienne perméable. Mais sinon, ce n'est pas une grande barrière ici. Donc une fois qu'on a passé la couche de sol, on arrive dans une couche de roche dans laquelle, qu'on peut voir ici par exemple, qui va contenir de l'eau. On va revenir sur ces couches de roche après. Et on peut avoir une couche de roche qui contient une nappe. Ici vous avez une couche qui est imperméable et vous pouvez enchaîner comme ça plusieurs nappes, avoir un empilement de plusieurs nappes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes exploitables, mais on peut les empiler. Donc, ces roches, on appelle ça des aquifères. C'est des roches qui peuvent être de nature variée, mais qui sont toujours poreuses et perméables. Poreuse, ça veut dire qu'elle a des trous. Et perméable, ça veut dire que les trous communiquent et que l'eau peut circuler à l'intérieur. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est plutôt par chez moi, qui sont des falaises de calcaire qui datent d'une période qu'on appelle le Jurassique supérieur. Et ça correspond au type de roche qui forme l'aquifère, le principal aquifère dans la région, ici. C'est des bandes calcaires qui sont fracturées, qui sont fissurées, qui sont un peu dissous. Et c'est dans ces petites fractures qu'on va pouvoir stocker de l'eau, enfin que l'eau va venir se stocker naturellement. Ça vient d'une altération par la surface. Donc à la surface, vous allez avoir beaucoup de fractures stockées par elle d'eau. Et puis, plus vous descendez, moins vous avez de fractures ou de dissolution, et donc moins vous stockez d'eau. Et c'est vraiment sur quelques mètres à quelques dizaines de mètres maximum qu'on peut avoir ces fractures. Ce qui veut dire que même si ces roches, elles recouvrent quasiment l'ensemble du bassin versant, donc elles sont présentes un petit peu partout, mais cette nappe, elle est présente partout, mais elle n'est pas très grosse. Et en plus, l'eau circule assez facilement dedans, donc elle peut vite perdre son eau. Alors pour vous illustrer comment ça peut être variable, la taille des pores, ici on est sur des trous qui sont millimétriques, et puis là notre spéléologue il est dans un pore qui fait plusieurs mètres de diamètre. Donc là quand on a des rivières souterraines où vont jouer les spéléologues, là on peut stocker beaucoup d'eau. Mais l'aquifère exploitable ici ne ressemble pas à ça, c'était pour illustrer. Alors, ce qu'on appelle la nappe d'eau souterraine, donc on essaye d'éviter nappe phréatique dorénavant, parce que c'est un terme un peu fourre-tout. La nappe d'eau souterraine, c'est vraiment la surface de l'eau dans cette couche de roche, dans cet aquifère. L'aquifère, lui, il va quasiment pas bouger, en tout cas à notre échelle de temps, l'échelle de temps d'une vie humaine. Par contre, la nappe d'eau, elle va évoluer. Donc on a des forages dans lesquels on met des sondes et on surveille le niveau des nappes. Donc ici, vous avez une autre chronique, encore de 2010 à 2025. Et le trait bleu que vous voyez ici, c'est l'évolution du niveau de la nappe dans le temps. Et on retrouve un cycle annuel avec une phase de recharge de la nappe qui arrive exclusivement en automne et en hiver, quand les pluies sont dites efficaces, c'est-à-dire que les pluies sont supérieures à l'évapotranspiration. Donc ça se passe en hiver parce qu'il pleut plus en hiver, il fait plus froid et surtout la végétation est en dormance. Donc c'est comme ça qu'on peut réussir à infiltrer, à passer la couche de sol. Quand on arrive au printemps, on va avoir, alors là c'est pas très évident sur ce piézomètre là, mais on va avoir une petite décharge naturelle. On a les nappes qui vont venir alimenter les rivières quand il n'y a plus assez de précipitations, quand les nappes sont supérieures au niveau des rivières. Et puis après arrive le début de la saison d'irrigation, et là on a des chutes drastiques, on a la consommation d'eau qui augmente très très vite.
Et donc, on a des chutes drastiques du niveau de la nappe, qui peuvent aller des fois jusqu'à une vidange totale de la nappe dans certaines régions. Je ne sais pas si c'est y arrivé ici, mais ça arrive régulièrement par chez moi. Voilà, donc là je vous ai mis l'exemple d'un piézomètre de plein pied Givaudan, mais on est dans un bassin qui n'est pas trop mal surveillé en termes de piézomètre. Dans ces couches ici, vous allez avoir de la circulation d'eau comme à la surface. Sauf que cette eau, elle s'écoule plus difficilement, et donc elle s'écoule plus lentement, et elle va aussi suivre des pentes, elle n'a pas une surface régulière. Et la nappe est généralement drainée par les rivières, donc la nappe, elle va, son niveau va baisser à proximité de la rivière, et quand on s'éloigne de la rivière, elle remonte. Donc, on a une relation entre les nappes et les rivières, surtout dans des régions comme ici, où on a un aquifère qui est très poreux, hein, donc l'eau s'infiltre très très vite dans la région, ce qui fait qu'aussi la nappe d'eau est très susceptible aux pollutions de la surface, qui vont très très vite s'infiltrer. Quand on a une source, ça arrive quand le niveau de la nappe, ici, recoupe la surface terrestre. Donc là, on a l'eau qui sort. Et ici, le dessin n'est pas super parce qu'ils ont oublié le relief du lit. Mais quand on a, par exemple ici, on va le voir, vous le voyez, on a la vallée, les hauteurs en périphérie de la vallée, la nappe va être plus haute. Et du coup, le niveau de lièvre qui est plus bas, lièvre est alimenté par la nappe du Jurassique supérieur en été. Donc elle draine la nappe. Et quand vous avez la nappe qui est plus basse que le lit de la rivière, alors la rivière va avoir tendance à s'infiltrer et à venir remplir la nappe. Ce qui peut arriver régulièrement donc, quand on a ces chutes drastiques du niveau de la nappe. Ah oui, et bien sûr, ça peut s'intervertir dans le temps. Donc elle est alimentée en été et elle alimente en automne, au début de l'hiver. Pour boucler le cycle de l'eau à l'échelle d'un bassin versant, il faut retourner à la mer. Et il y a ce qu'on appelle donc, le continuum terre-mer. C'est quelque chose qui est fondamental dans le cycle de l'eau. On entend souvent dire que quand l'eau est partie, alors ici vous êtes un petit peu plus loin de la mer que par chez moi, moi je suis vers Poitiers et Niort. Moi j'entends souvent dire que l'eau qui s'évacue, elle est perdue parce qu'elle part à la mer. Et voilà, je ne suis pas la seule à l'entendre, visiblement. Donc on a besoin que l'eau douce arrive jusqu'à la mer. Déjà parce qu'on a tous les écosystèmes littoraux qui ont besoin d'un apport d'eau douce. Ils ont besoin aussi d'un apport de nutriments et de sédiments. Donc quand on a en plus de la conchyliculture ou de la mytiliculture sur le littoral, bah, c'est même économiquement important. Mais aussi au niveau purement hydrologique, vous avez cette arrivée d'eau douce en surface, mais aussi en profondeur, qui va faire pression sur la mer. Et si vous n'avez plus cette eau douce qui arrive et qui fait pression sur la mer, vous avez la mer qui rentre dans les rivières, mais aussi dans les nappes. Donc, je travaille beaucoup sur le marais Poitevin, hein, grande terre de bassine. C'est arrivé dans la fin des années 90 que les nappes passent sous le niveau marin, on va le voir, et que la mer, soit la mer rentre dans les terres, soit c'est une vieille eau fossile et salée qui remonte. Donc là, ils se sont mis à irriguer avec de l'eau saumâtre, ce qui a grillé les cultures, et donc très très vite, on a imposé des vraies premières règles de gestion de l'eau. Ah, j'ai oublié le... Voilà. Donc sinon, c'est cette eau de mer là qui va rentrer. Et aussi, on a eu le cas en 2022 dans l'histoire de la Loire, puisque la ville de Nantes a failli être... toute son eau potable a failli être coupée, puisque la mer était rentrée trop loin dans l'estuaire et commençait à atteindre le point de captage. Donc vraiment, on est passé près d'une catastrophe, près d'1 million de personnes qui auraient été coupées d'eau potable sur toute l'agglomération. Donc en fait, ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment, enfin en tout cas j'ai essayé de le faire comme tel, c'est vraiment, il faut voir cet ensemble de cycles comme un flux continu qui va plus ou moins vite selon les... Est-ce qu'on est dans les nuages? Est-ce qu'on est dans de l'eau de surface, dans de l'eau souterraine?
Et on a longtemps considéré ça, surtout au niveau des hydrologues, mais à culpa, comme des réservoirs avec des stocks. Voilà, on disait il y a tant de mètres cubes, tant de millions de mètres cubes dans les rivières, tant dans les nappes d'eau souterraines. Et aujourd'hui, on essaye de revenir sur cette vision pour vraiment voir ça comme quelque chose de dynamique et, encore une fois, avec des forces en équilibre et des forces qui s'opposent. Et ça change beaucoup de choses quand on le perçoit sous forme de flux. Alors voilà, c'était le bref aperçu du cycle de l'eau. Et on va arriver vraiment au cœur du problème, celui de la gestion de l'eau. Il y a une page, je ne sais plus laquelle, du type gouv.fr, data.gouv.fr, quelque chose comme ça, sur l'eau, qui commence par « L'eau est une ressource abondante en France ». Point. Bon, on voit bien que nous, on a quand même, donc ici, mais voilà, chez moi aussi, on a des problèmes de sécheresse chronique et nos bassins sont classés en zone de répartition des eaux, ZRE. Donc, une bonne partie du bassin du Cher est classée en zone de répartition des eaux superficielle. Ce que ça veut dire, la définition officielle, c'est que c'est une zone caractérisée par une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Concrètement, ça veut dire que dans ces bassins, on prélève plus que le milieu ne peut fournir. On peut questionner la notion de besoin. Ça, c'est plus de l'hydrogéologie, donc c'est peut-être pour la deuxième partie de soir. Oui, une chose que je n'ai pas dite ici, mais donc dans la région, les rivières sont très très connectées aux nappes et aux nappes d'eau souterraines. Donc pour moi, c'est assez bizarre de classer une ZRE superficielle quand on a autant de connexions entre le superficiel et le souterrain. Je trouve qu'on pourrait... Ah oui, donc je n'ai pas actualisé la carte, mais moi je suis dans le même cas que vous, hein, ici à Poitiers. Et on devrait les classer en zone et souterraine et superficielle. Donc une petite chose dont j'ai parlé, hein, dont j'ai pas parlé justement, c'est les précipitations. Et donc l'échelle de couleur est là. Il pleut à peu près 700-750 mm par an, ce qui est tout à fait raisonnable et une valeur assez moyenne pour le territoire hexagonal. Donc on ne peut pas dire que la rareté de la ressource vienne d'un manque d'apport, de précipitation. Et en plus, alors là, bon, c'est la carte géologique de France. On est ici dans le bassin parisien qui empile différents types d'aquifères. Donc on va avoir au centre du bassin énormément de ressources en eau. Le problème c'est que nous on est par ici et que donc on a une petite épaisseur de nappe. C'est là où il y a de quoi la stocker en profondeur, mais pas non plus pas de quoi cultiver du maïs sur l'ensemble du bassin versant, pour faire court. Et donc on a quand même de la ressource. Moi je trouve que c'est assez comparable avec quelqu'un qui aurait un salaire correct, mais qui vivrait largement au-dessus de ses moyens. Et un jour, il y a le banquier qui appelle, qui dit ouais, là vous êtes vraiment à découvert, va falloir faire quelque chose. Et on est exactement dans cette situation-là en fait. Sauf que le classement en ZRE il s'est fait en 1994 et que ça fait 30 ans que le banquier appelle. Il y a eu des choses mises en place, mais il n'y a pas eu vraiment une diminution drastique des prélèvements, ni dans le bassin du Cher, ni dans les autres zones que j'étudie, donc Sèvres-Niortaise et Clain. Donc on a quand même de la pluie qui arrive, on a de quoi la stocker, même si c'est pas énorme. Ah oui, c'était pour mince. C'est pour vous illustrer que, par exemple, ici on a un énorme bassin qui peut contenir plein de nappes d'eau, mais on est là. Donc ici, on n'a vraiment pas énormément de stockage non plus possible dans le sous-sol. Donc est arrivée cette merveilleuse idée de faire des bassines, plutôt que, je sais pas, s'occuper des bassins versants ou essayer de consommer un petit peu moins. Ici, vous avez le processus de construction d'une bassine. Donc la première étape, une fois que ça c'est le chantier de Sainte-Soline,
La première étape, c'est de dégager toute la terre végétale sur plusieurs hectares. Autant vous dire que rien ne repousse derrière. L'autre étape, c'est de creuser carrément dans l'aquifère. Donc on a des bassines qui vraiment disent bah, ce bout d'aquifère, c'est chez moi. Alors que bon, l'eau est classée comme bien commun de la nation depuis 2006. En plus, au fond de ce cratère, là, la roche est concassée, elle est vraiment bien tassée pour résister au poids, donc ça va être très très dur de recoloniser ce milieu pour de la végétation. Ensuite, elles sont recouvertes généralement de ce qu'on appelle du géotextile, mais bon, en gros, c'est vraiment de la bâche plastique d'un 2 mm d'épaisseur. Et donc Sainte-Soline, c'est 16 hectares, hein, c'est 16 hectares bâchés de plastique. Et ensuite, elles sont remplies très généralement par pompage dans les nappes d'eau, plus exceptionnellement par pompage dans les cours d'eau. Et il y a plusieurs types de bassines. Moi, avant de découvrir le Berry, je ne connaissais que les bassines dites de substitution, ce qui fait qu'elles sont censées remplacer des prélèvements qui sont faits en été par des prélèvements en hiver. J'ai découvert qu'ici, vous avez carrément des bassines d'irrigation qui sont remplies en hiver, mais le forage sert aussi à prélever en été. Bon, elles ne doivent pas avoir de financement public, normalement, celles-ci. Donc là, je vais vous emmener en Vendée pour voir le bilan des bassines de ce département. Donc ici, vous avez le bassin versant de la Sèvre niortaise. Pour aider à vous situer, vous avez un bout de l'île de Ré, ici. Et La Rochelle est ici. Les petits points rouges que vous voyez là, c'est des bassines qui ont été construites dans les années 2000. La plupart, en tout cas celles en rouge foncé, sont en gestion collective. Elles sont gérées par le syndicat mixte de bassin, supervisées par le conseiller départemental. Voilà, il y en a d'autres qui se sont construites depuis, hein, Sainte-Soline et par ici. Vous en avez d'autres à Mosée aussi qui ont été construites. Mais nous, on va s'intéresser qu'à celle de Vendée. Donc on va zoomer un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez la boue là. Vous avez l'estuaire de la Sèvre niortaise avec la baie de l'Aiguillon. Et nous, on va s'intéresser à cette rivière qu'on appelle les Autises, puisque donc il y a l'Autise qui coule ici et qui se sépare en deux avec la vieille Autise et la jeune Autise. Donc, la question cruciale, puisque on entend souvent dire que quand on est anti-bassine, c'est qu'on n'a pas compris. Donc moi j'ai réexaminé le résultat des bassines de Vendée. Elles sont faites pour sauver les cours d'eau. Donc, première question, est-ce que les bassines sauvent les rivières? Cette rivière l'Autise, elle est naturellement à sec, de temps en temps, quelques semaines, en période vraiment estivale. Ici, on a une station qu'on appelle une station onde. En fait, c'est un endroit où il y a des techniciens qui viennent tous les étés, tout au long de l'été, examiner est-ce que dans la rivière on a un écoulement satisfaisant, est-ce qu'on a un écoulement mais qui est faible, est-ce qu'il nous reste de l'eau dans le lit de la rivière mais que cette eau ne s'écoule pas, ou est-ce que vraiment le lit est sec. Et on n'a malheureusement pas de données avant les bassines, ça aurait été trop facile pour comparer. La rivière n'a pas été équipée d'un débitmètre pour comparer aussi avant-après. Donc on a très peu de moyens de vérifier est-ce que ça marche les bassines. Et quand même, si on regarde cette station onde, donc vous voyez le code couleur ici. Si on regarde cette station onde dans le temps, donc en dessous c'est le débit de la rivière, mais c'est juste pour en amont des bassines, mais c'est juste pour illustrer. C'est l'enchaînement des points ici, c'est les observations ondes. Donc quand c'est rouge, c'est que la rivière est à sec. Et vous voyez que cette rivière, elle est à sec tous les ans, pendant plusieurs mois, en moyenne 3 mois par an, alors que normalement on est sur quelques semaines. Et quand les campagnes finissent, ici, eh bien, parfois la rivière ne coule toujours pas. Parfois c'est jusqu'au mois de novembre que cette rivière ne s'écoule pas.
Donc en voyant ces résultats, j'ai tendance à dire que non, les bassines ne sauvent pas les rivières. Donc les bassines sauvent-elles les nappes? Ici, donc, on retrouve la rivière de l'Autise avec ses 8 bassines. On est sur de la méga bassine, hein. J'ai oublié de préciser, mais les plus petites sont vers 300 000 m3 et on a des équivalents de Sainte-Soline dans ce bassin versant. Et c'est même en Vendée qu'on a la plus grosse bassine que je connaisse construite à 850 000 m3. Et donc on a un piézomètre qui surveille le niveau de la nappe, ici, qu'on appelle le Grand Nati. Et ça, c'est sa chronique depuis donc la fin des années 80. Donc ça, quand même, on a une belle chronique qui date. Le trait en bleu ciel ici, c'est le niveau marin. Donc vous voyez qu'on passait régulièrement jusqu'aux années 2000 sous le niveau marin, alors qu'on est quand même à plus de 100 km du littoral. Et ce qu'on voit, c'est que donc on a plusieurs phases d'amélioration. Je vous ai dit, fin des années 90, début 2000, on a les premières réglementations, on a les premiers volumes autorisés qui arrivent, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment prélevé autant que vous voulez. Et puis là, on a commencé à mettre des limites, mais un peu timidement encore. Et puis on voit qu'on a une autre amélioration ici, à partir de 2006, et qu'ensuite le niveau minimum de la nappe ne bouge pas vraiment jusqu'en 2025. Donc, sur ce graphique, c'est toujours les mêmes années, hein, 90-2025, et en haut aussi, vous avez l'apparition du volume stockable en bassine. Donc en 2006, on a la construction de la moitié des bassines en même temps, 1,5 million de mètres cubes stockables en bassine, et on voit qu'effectivement le niveau de la nappe remonte immédiatement. Donc là, l'agence de l'eau se base sur ce genre de graphique pour dire regardez comme ça marche très très bien les bassines, on va en faire partout. Sauf que ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que quand on double le volume de bassines sur les années suivantes, on n'a pas la même marge de progression dans le niveau minimum. Et ça, c'est parce que, en plus des bassines, en fait, les bassines en Vendée, elles ont servi à amener ce qu'on appelle la gestion collective ou la gestion conjoncturelle. Donc, c'est les seuils de crise qui arrivent et donc alerte renforcée et coupure, et qui diminuent progressivement l'irrigation jusqu'à quasiment l'arrêter, sauf pour les cultures dérogatoires. Et quand on voit l'évolution de ce seuil, alors là, j'ai mis un trait plein, mais en fait, je n'ai pas de trace de quand est-ce qu'il arrive. Et en 2006, le seuil de coupure est remonté, et en 2007, il est encore remonté. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais dans une présentation de l'agence de l'eau. Donc en fait, c'est pas facile de dire... Il y a eu une étude de l'École normale supérieure sur le bilan des bassines de Vendée qui a conclu sur le fait qu'on ne peut pas dire est-ce que c'est les seuils de gestion ou est-ce que c'est les bassines qui ont permis d'améliorer la nappe. Moi, comme je vous dis, hein, là on double le volume de bassine, on ne voit rien sur le niveau minimum des nappes. J'ai tendance à penser que c'est donc plutôt le seuil de gestion qui a fait remonter le niveau minimum des nappes qu'un effet, ce que j'appellerais un effet mécanique des bassines. Donc non, les bassines ne sauvent pas les nappes. Et même les bassines ont un impact sur la recharge des nappes. Je suis allée un peu vite. Je vais vous montrer cette chronique, mais d'une autre manière. Ici, on enchaîne les jours, et donc on enchaîne les années. Et là, je vous montre les mêmes données, mais chaque ligne représente une année, et on est de janvier à décembre. Les lignes en bleu sont la période avant la construction des bassines. Et les lignes en orange-marron sont à partir du moment où toutes les bassines sont construites. Donc on voit que le niveau minimum à la fin de l'été est bien remonté, mais on voit aussi qu'on a un retard de la recharge de la nappe et on a des niveaux, on va le voir des niveaux qui diminuent vers le mois de novembre, décembre dans cette nappe. Voilà. Les lignes plus épaisses, ici, ça vous montre la moyenne avant-après les bassines. Donc on a bien le niveau minimum qui remonte, mais on a aussi un décalage. On a des pluies un petit peu plus tardives sur la deuxième période, donc on ne va pas considérer ce retard-là comme un effet des bassines.
ce serait un peu exagéré. Par contre, ce palier-là, c'est vraiment lié, corrélé très fortement au remplissage des bassines. Là, je vous montre des valeurs moyennes pour ne pas vous inonder de graphiques, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les piézomètres de la région, dès qu'ils sont un peu proches des bassines. Donc, la période en gris, c'est la période de remplissage. Et j'ai regardé un petit peu plus finement pour vous affirmer que quand on a ici, sur cette courbe par exemple, le niveau de la nappe qui s'effondre, hein, qui diminue beaucoup à cette période, là c'est quand ils allument le remplissage des 7 bassines autour du piézomètre. Donc on a un impact sur la recharge des nappes. On peut le voir avec un autre cas, donc là on est plus à l'ouest, et on a un piézomètre qui est vraiment situé juste à côté d'une bassine. Ça veut dire que les forages de remplissage de la bassine, qui sont des données auxquelles on n'a pas accès, sont vraiment situés juste autour de ce piézomètre. Et là, alors regardez pas celui d'en bas, c'est les mêmes données. On a encore une fois une diminution au moment où on enclenche le remplissage des bassines, systématiquement. Sauf quand on est dans une année vraiment très très humide. Et cette diminution du niveau des nappes avec le remplissage des bassines, c'est vraiment surtout marqué pendant les années sèches. Donc normalement, on devrait avoir des garanties, des conditions de remplissage qui garantissent que les années sèches, elles ne sont pas remplies. En réalité, ces conditions de remplissage sont tellement laxistes, je cite les gestionnaires des bassines après avoir vu ce travail, qu'on peut remplir même les années sèches. Ils nous vendent, on remplira les bassines seulement 4 années sur 5, et l'année sur 5 la plus sèche, elles sont faites pour ne pas être remplies. Sur 18 années d'existence, ces bassines ont été remplies 18 fois. Même les années de sécheresse 2017-2022. Et en 2017, ils n'ont pas eu le temps de les remplir entièrement, donc ils ont obtenu une dérogation d'1 mois pour pouvoir finir le remplissage. Donc, voilà, ça ne sauve pas les rivières, ça ne sauve pas les nappes, et ça a un impact sur la recharge des nappes. D'autres problèmes avec ces bassines, c'est bien évidemment l'évaporation à la surface. Donc là, sur le bord de la bâche, ces grands traits noirs, c'est des dépôts de calcaire qui sont liés à l'évaporation. Je ne vous montrerai pas ici de valeur d'évaporation parce que c'est très variable en fonction de la taille de la bassine, de son niveau avec des températures élevées. Plus elle est basse, plus on va avoir de l'évaporation. Et aussi parce qu'on n'a pas de quantification. Cette même école normale supérieure était censée installer des capteurs à l'intérieur des bassines de Vendée pour enfin mesurer physiquement cette évaporation. Et on attend toujours qu'ils finissent de répondre pour que la personne qui s'en occupe aille installer cette instrumentation. Donc on n'a toujours pas de valeur robuste, on va dire, pour quantifier cette évaporation. On est sur environ plutôt entre 5 et 15%. Si vous avez entendu des 2-3%, ça veut dire qu'ils comptent la pluie qui tombe à l'intérieur. Et quand vous entendez du 60%, méfiez-vous, c'est pas réaliste. Donc on a une forte évaporation. Et puis on a la qualité de l'eau. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que l'eau dans les bassines, elle est bien étalées, exposées à la lumière, à la chaleur, et donc on va avoir des algues qui vont commencer à se développer dedans. Plus elles sont vieilles, plus on a d'algues, puisqu'on a un dépôt de sédiments et de matière organique au fond des bassines. Et on a même des bassines où on a trouvé des cyanobactéries, donc qui sont des bactéries mortelles, avec lesquelles on peut encore arroser du maïs, mais normalement on n'a plus le droit d'arroser des légumes à feuilles, par exemple. Voilà, donc on a un gros problème au niveau de la qualité de l'eau et ce développement d'algues qu'on appelle l'eutrophisation ou de cyanobactéries, on le retrouve déjà dans nos cours d'eau. C'est un phénomène qui s'accélère, qui malheureusement avec le réchauffement climatique ne risque pas de s'arrêter, et donc en faisant des bassines, on accélère cette eutrophisation et ce développement de cyanobactéries.
Alors l'autre question, c'est après les bassines. Parce que si, ça c'est une question qu'on n'aborde jamais. Ce ne sont pas des installations classées ICPE où on est obligé d'avoir un processus de remédiation derrière. Et là, je vous montre l'exemple d'une bassine abandonnée près de chez moi, à Vivonne. Elle a été construite en 2000 et la première fois qu'ils l'ont mis en eau, vous avez une petite doline qui s'est ouverte et toute l'eau est passée à travers. Donc on l'a su parce que ça inondait les caves aux environs. Parce qu'ils remplissaient. Le niveau ne montait pas, mais bon, ça ne les inquiétait pas trop. Et donc elle est abandonnée depuis son premier remplissage, donc depuis l'an 2000. Et ça, c'est une photo qui a été prise en 2020 à l'intérieur de la bassine. Vous voyez que le milieu n'est pas du tout recolonisé par la végétation. Les pentes ici sont instables et s'érodent en permanence. Donc même quand vous avez des arbustes qui essayent de pousser, ben, en fait, ici par exemple, ça se voit pas très bien là, mais on a vraiment eu de l'érosion, carrément le terrain est parti. Et dans le fond de la bassine, vous avez surtout des mousses, des lichens et un petit peu de végétation pionnière. Aujourd'hui, ces bassines sont restaurées pour devenir des parcs agrivoltaïques. Alors, donc on a vu que les bassines ont un impact sur le cycle de l'eau, qu'elles ne permettent pas d'améliorer les problèmes de cycle de l'eau, et en plus qu'elles ont des inconvénients au niveau d'autres aspects. Or, si on va évidemment juste après parler de réchauffement climatique, il faut en fait parler de crise environnementale au sens très très large du terme. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la notion de limite planétaire, dont le changement climatique n'est qu'une composante, mais on a aussi l'effondrement de la biodiversité, l'artificialisation des sols, les cycles biogéochimiques. On pourrait dire concrètement, bah, c'est le fait qu'on ait trop de nitrates, par exemple, dans les nappes et dans les sols. Et le cycle de l'eau douce. Et ce cycle de l'eau douce, c'est la dernière limite qui a été franchie. Donc quand vous êtes encore dans la zone verte, c'est que ça va, on peut s'en sortir. Et dès qu'on passe la zone verte, c'est qu'on est dans une phase à risque. Et quand je dis à risque, je parle pour l'espèce humaine en général. Donc nous, on a passé la limite planétaire de l'eau douce en 2023. Et du coup, d'amener des fausses solutions, ce qu'on appelle des maladaptations, comme les bassines, en fait, on pense qu'on va régler ce problème, mais on aggrave celui-ci, on aggrave celui-ci, on aggrave celui-ci, parce que même au niveau changement climatique, rien que la construction des bassines, la consommation d'énergie des bassines est problématique. Et par rapport à la biodiversité, c'est ce qui a permis de gagner la dernière victoire juridique avec notamment la bassine de Sainte-Soline qui est devenue illégale, qui a été pour l'instant construite pour rien, puisqu'il y a un impact sur les espèces protégées. Donc, alors, parce que là j'ai dressé un portrait un petit peu noir de la situation, mais en vrai, on a plein de solutions. Il faut juste changer beaucoup de choses. Et la première chose à changer, donc là c'est un article scientifique, donc c'est en anglais, The need for a new storyline, c'est changer de paradigme de gestion de l'eau, changer de manière de consommer de l'eau en général. Et ce que dit cet hydrologue, François Moll, c'est que pour l'instant on se pose la question, vous avez peut-être entendu parler de savoir quels sont les volumes prélevables dans le bassin, c'est-à-dire quelle quantité on peut prélever pour que ce ne soit pas trop la crise. Mais quand même, on prévoit de prélever tout ce qu'on peut prélever par an, tant que c'est supportable dans l'immédiat. Or là, ce qu'il faut se mettre à faire, c'est se poser la question pour chaque prélèvement du rapport bénéfice-risque. Qu'est-ce que ce prélèvement nous apporte par rapport aux impacts qu'il a forcément ? Ce qui veut dire passer à la sobriété en termes de consommation. Parce que, alors on ne va pas le regarder dans les détails, mais en fait, les bassines créent un cercle vicieux pour toutes les ressources, pas seulement l'eau, même si là c'est pour l'eau, mais quand on a une demande en ressources qui augmente,
Ben là, quand on a une demande en eau, on arrive par avoir des restrictions d'eau, donc on a des conséquences économiques, donc on a une pression sociale, donc on crée des bassines, on augmente l'approvisionnement en eau, et immédiatement, ce qui se passe, c'est que quand on augmente l'offre, on augmente la demande. Et on repart dans le même cercle. Et en plus, comme on est parti vraiment sur un mode de consommation trop importante, on a vraiment une dépendance de notre société à cette consommation trop importante d'eau. Il y a une autre piste de solution, mais je préfère parler du réchauffement climatique avant, histoire d'éclairer cette autre solution qui est très très globale. Et j'en profite pour, à chaque fois que je présente ce graphique, c'est important de le comprendre, et c'est important de le comprendre scientifiquement, mais aussi politiquement, parce que la science est politique. Ce qu'on voit ici, c'est les mesures de la température moyenne à la surface du globe, donc avec l'augmentation qu'on voit surtout depuis les années 80, le milieu des années 80. Donc là, on est dans une période de mesure, et ensuite on utilise des modèles climatiques pour imaginer, pour projeter quel pourrait être le climat de demain. On a beaucoup d'incertitudes sur ces méthodes, c'est souvent ce qui est reproché aux scientifiques du GIEC, enfin aux scientifiques en général. On nous dit « Ah oui, mais vous mettez de l'incertitude, nous on veut des valeurs précises. » Ah oui, mais nous on ne peut pas donner des valeurs précises. Et en fait, c'est même plus précis et réaliste de donner des bornes d'incertitude qu'une valeur précise. Donc on a des incertitudes qui sont liées à la variabilité naturelle du climat. Même quand on ne réchauffe pas le climat, ben on a des années chaudes et des années froides. Et c'est les petites oscillations qu'on voit par ici, par exemple. On a des incertitudes qui sont liées à la fiabilité du modèle. Donc dans les projections, vous avez par exemple une ligne qui est la valeur retenue, mais vous avez cette plage de couleurs là qui est l'incertitude associée à cette projection. C'est une incertitude qui est plus grande que la variabilité du climat. Mais la différence entre ces 5 courbes, c'est les choix politiques qu'on va faire en ce moment et dans les années à venir. Et vous voyez que, donc ça c'est le fameux scénario à 1,5 degré de la COP21. Pardon, je rigole mais parce qu'il est complètement irréaliste. Mais bon, ils ont dû le mettre quand même dans le rapport du GIEC. Et vous voyez qu'en fait la plus grande incertitude, c'est entre ce scénario où vraiment on passe à une très grande sobriété plus des solutions de géo-ingénierie, à le scénario où on base tout le développement économique sur des énergies fossiles. Ça, c'est la plus grande incertitude. On peut nous blâmer de ne pas être assez précis. Moi, j'ai envie de dire, vous d'abord, les politiques, puisque là, on a vraiment un très très grand écart. Et quand on voit ce genre de graphique avec plusieurs courbes, ben, on a tendance à penser qu'on a un scénario très optimiste, un scénario très pessimiste, puis nous, on doit bien être au milieu. En général, c'est à peu près ce qu'on fait un cas extrême, la moyenne. Nous, on est plutôt sur cette courbe-là. Ça, c'est celle qu'on appelle le business as usual. Si on continue comme ça, on va arriver donc en 2100 à 4 degrés de réchauffement mondial. Et la courbe du haut, c'est la politique de Trump. Donc, quand on voit ce genre de courbe, il faut bien penser que ces scénarios les plus optimistes sont très difficilement réalisables. Donc, beaucoup d'incertitudes, mais dans ces incertitudes, on a des certitudes. On sait qu'en moyenne, l'air peut contenir à peu près 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement. Ok. Et à ça, on a deux conséquences. À ça, on a deux conséquences. Et la première, c'est que l'atmosphère est plus demandeur en humidité. S'il demande plus d'humidité, ça veut dire qu'on a plus d'évaporation. Donc, le risque, c'est d'avoir des sécheresses plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Et ça, c'est un résultat assez robuste parce que, je vous ai dit, on a des incertitudes sur les modèles, mais en fait, on fait tourner plein de modèles différents. Quand la plupart des modèles nous donnent quasiment le même résultat,
on peut dire que c'est une tendance robuste. Et pour la durée des sécheresses, c'est le cas. Donc ici, vous avez des cartes avec des modélisations de la durée des sécheresses. Donc actuellement, c'est plutôt 1 an, 2 ans maximum. Et dans un monde à plus 3 degrés, on est sur 8 à 9 ans de sécheresse consécutive en France. Non, mais on peut s'en sortir, hein, pas de problème. Mais donc, vous voyez que, en fait, les bassines, là, sur 9 ans, elles ne servent à rien. Ce qui sert quand on a 9 ans de sécheresse, c'est avoir été très économe en eau et avoir gardé les nappes les plus profondes, de vraiment... Moi, je pense qu'il faut arrêter de prélever complètement dedans pour vraiment les garder pour des usages indispensables, comme boire, par exemple, pour ces périodes-là. Mais je ne vous parle pas d'arrêter de mettre des pesticides à l'intérieur. Donc, en plus d'avoir... Ah oui, autre type de sécheresse qu'on voit arriver de plus en plus, c'est les sécheresses éclairs. C'est des vents chauds continentaux, donc chez nous des vents d'Est, qui arrivent et qui, en quelques semaines, voire en quelques jours parfois, grillent complètement les récoltes. Donc ça arrive, ça commence à être assez régulier dans certaines plaines des États-Unis, mais on en a vu en 2022 dans le centre de la France. Et donc, l'autre conséquence, c'est que s'il peut contenir plus d'humidité, bah, quand il arrive à 100% et que ça se met à pleuvoir, bah, il y a plus d'eau qui tombe. Donc, ça veut dire des pluies plus violentes, plus massives, plus rares, mais plus intenses. Donc, par rapport à ce qu'on disait avant, sur le sol qui devient très sec, quand il est très sec, il devient imperméable. Moi, je vous passe le fait qu'on n'a plus de matière organique à l'intérieur, qu'on a très peu de vers de terre, par exemple, à l'intérieur, qui nous reste. Donc, lorsqu'on va avoir ces pluies massives qui arrivent sur des terres sèches, ben, ça va ruisseler, ça va emporter le sol, comme ça l'emporte déjà, mais alors vraiment encore plus, et ça ne va pas remplir les nappes. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des certitudes qu'on a. On ne peut pas dire s'il va pleuvoir plus, s'il va pleuvoir moins, quand est-ce qu'il va pleuvoir plus, quand est-ce qu'il va pleuvoir moins, mais on sait que ça va être plus aléatoire et plus extrême. Donc, voilà, partie joyeuse, nous avons des solutions quand même pour nous adapter. Et là, ce que je vous montre, c'est un travail auquel j'ai participé avec un autre Bassinon Merci, qui s'appelle le Bassinon Merci Home Couture, en Charente, qui ont aussi une très grosse concentration de bassines. Et sur ce bassin, on retrouve les mêmes résultats que ce que je vous ai montré en Vendée. C'est-à-dire la remontée du niveau, c'est lié à l'apparition d'un seuil de coupure, enfin la remontée d'un seuil de coupure. Et on a ce retard, cet impact sur la recharge de la nappe et des rivières qui sont encore à sec. Donc avec ce collectif, comme le recours contre les bassines a été gagné là-bas pour l'instant, on a 1, 2, 3 ans tranquille, et les gens se sont dit, bah, nous on a envie de faire notre projet. Si vraiment on avait les pleins pouvoirs sur le bassin versant, qu'est-ce que nous on ferait? Et on s'est répartis en 4 groupes de travail. Un travail sur ce qu'on a appelé les milieux, mais alors en fait on comprend tout le bassin versant, pas seulement le bord des rivières. Un deuxième axe, bien sûr, sur le modèle agricole, parce qu'en plus c'est un bassin qui est très très rural. Sur un axe sur l'accès à l'eau potable et un axe sur le fonctionnement démocratique des institutions. Donc je ne vais pas les détailler, hein, rassurez-vous, mais c'est pour vous dire qu'on a des propositions, qu'on essaye de rencontrer l'agence de l'eau, les préfectures, l'établissement public territorial de bassin. Des fois, il y a une oreille attentive, mais on nous dit « bah oui, mais on manque de moyens ». Et puis des fois, je vous avoue que quand c'est les préfets, ils font « oui, oui », et en vrai, ils calent une porte avec le document. Donc, évidemment, moi je travaille dans l'axe 1, restaurer les fonctionnalités du milieu. Et en gros, ça veut dire renaturer et reméandrer les cours d'eau, sanctuariser les limageurs, je vais expliquer juste après ce que ça veut dire, restaurer et protéger les zones humides, parce que ça c'est vraiment d'énormes éponges, des réservoirs très importants d'eau, de biodiversité et de carbone. Une replantation massive d'arbres et de haies,
puisque en fait, il faut déremembrer, parce que nos bassins versants ont subi un remembrement qui était, bon, qui à l'époque peut se comprendre, mais qu'aujourd'hui, avec le recul, on sait qu'il faut réparer tous ces dégâts-là. Et évidemment, un arrêt des pesticides, puisque nous, dans la région, on est pionnier sur le chlorothalonil, ce métabolite de fongicide interdit il y a plusieurs années et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'eau potable. Et donc pas uniquement proche des aires de captage, mais vraiment un arrêt total des pesticides de synthèse. Et donc, juste pour illustrer un peu ce que ça donne avec ou sans haies, quand vous avez un paysage qui a été, on pourrait dire, désertifié, qui n'a plus de végétation, donc quand il pleut, l'eau ruisselle, très très vite, elle va vite rejoindre le cours d'eau et elle va beaucoup moins s'infiltrer. Et vous avez aussi, donc, on emporte aussi le sol. C'est quelque chose dont on parle peu, mais on perd énormément nos sols. Et particulièrement en France hexagonale, bah, c'est dommage parce que ça, c'est une de nos plus grandes richesses. Et dès que vous remettez des haies, ça va freiner le ruissellement, les racines vont permettre l'infiltration, donc la recharge des nappes, et en plus, ça vous fait, ça retient aussi les sédiments, et ça coupe les vents chauds en période de canicule, ça fait de l'ombre, en hiver, ça amène des îlots de douceur, et ça stocke du carbone, et ça abrite de la biodiversité. Donc là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avec l'ensemble des limites planétaires, c'est vraiment ce genre de solution que moi j'appelle des cercles vertueux qu'il faut mettre en place et pas des choses qui sont soi-disant une solution sur un aspect du problème, mais un gros problème sur tous les autres aspects. Et voilà, je vais expliquer un petit peu le sanctuariser les limageurs parce que j'ai trouvé un exemple assez parlant et très local. Donc vous avez ici, là j'ai indiqué la mairie, très institutionnellement. Et donc vous avez la vallée de Lièvre. Alors, bon, il y a des jardins ouvriers, solidaires, dans une partie qui est à la base plutôt marécageuse. Mais vous voyez qu'en amont, on a ici des grandes parcelles. Moi je ne vois pas très bien, mais on a des grandes parcelles, a priori je pense de céréales. Voilà, je ne voulais pas dire le gros mot, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et on voit des petits motifs ici, plus foncés. Alors on pourrait voir sur l'écran, ça se verra mieux, qui sont en fait les anciens cours d'eau, qui ont été comblés, ou parfois d'anciens chemins, mais il y en a qui ont vraiment une morphologie de cours d'eau. Donc normalement, vous avez dans cette vallée plein de petits cours d'eau qui font qu'il y a des connexions entre la Voiselle et Lièvre. Sauf que là, il y a eu ce canal de dessèchement, de creuset. Voilà. Et partout où on a des bassines, on retrouve ce genre de choses. C'est-à-dire on draine, on évacue l'eau, et bah, du coup, après, on veut construire des bassines. Mais en fait, on pourrait très bien se passer de ces parcelles. On a assez de terre à côté, et les laisser en prairie permanente, en maraîchage. En tout cas, les laisser s'inonder l'hiver, parce que c'est normal que le fond de vallée soit inondé en hiver. Voilà, donc voilà, pour rappel, hein, c'est vraiment un ensemble de flux, et tant qu'on le cycle de l'eau, tant qu'on ne le voit pas comme tel, on a du mal à comprendre l'aberration des bassines par rapport à faire marche arrière sur le drainage, par exemple. Donc la ressource en eau, elle n'est pas aussi abondante qu'on pense dans le bassin versant, même si quand même vous n'êtes pas les plus mal lotis, puisque vous avez quand même une nappe d'eau sous les pieds. Les bassines n'ont pas permis de sauver le marais Poitevin malgré ce qu'on peut entendre parfois. Par contre, ce qui est efficace, c'est vraiment une gestion collective, tant qu'on a aussi des seuils raisonnables qui sont placés. Les bassines, c'est donc ce qu'on appelle une maladaptation au réchauffement climatique, hein, une fausse bonne solution, et notamment parce qu'on a une grande incertitude du climat futur, parce que ça empêche de diminuer les prélèvements, et qu'elles ont trop d'impact sur l'environnement. Et donc, par contre, bah oui, on a des vraies solutions,
Et si jamais des gens de l'agence de l'eau ou de la DDT ou quoi veulent venir discuter, moi je suis toujours ouverte à une discussion avec. Merci.